Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors, je suis Romain Hérault, chargé de projet européen donc au pôle Alpha RLH. Ce webinaire est intitulé La photonique appliquée au secteur du packaging. Le pôle Alpha RLH a le plaisir de l'organiser avec le pôle Atlampac spécialisé dans l'industrie du packaging, ainsi qu'avec le projet Newskin. Et on commence tout de suite avec la présentation du programme de ce webinaire qui va durer 1 heure, donc de 11 heures à midi. J'effectuerai tout d'abord une présentation donc du pôle Alpha RLH et de la technologie photonique en quelques minutes. Puis Jean-Pierre Bernardet, président du pôle Atlampac, effectuera une présentation de son pôle ainsi que des besoins de l'industrie du packaging à venir. Puis nous aurons deux présentations technologiques, donc effectuées tout d'abord par Marc Faucon, qui est responsable adjoint de l'unité procédés laser au centre technologique Alphanov. Sa présentation s'intitule Les procédés laser pour l'industrie du packaging. Il présentera aussi, entre autres, le projet Newskin. Puis Thomas Quinzel, CEO de l'entreprise Goya Lab, effectuera une présentation sur la traçabilité et l'authentification des emballages et produits par spectroscopie. Et enfin, j'effectuerai une conclusion de ce webinaire. Durant les présentations, n'hésitez surtout pas à poser des questions en utilisant le chat que je présenterai donc à la fin de chaque présentation et donc les intervenants pourront ensuite y répondre. Alors on commence maintenant avec la présentation du pôle Alpha LH. Alpha LH est un pôle de compétitivité basé à Bordeaux et à Limoges qui se spécialise dans deux technologies spécifiques, la photonique et l'électronique. Ces technologies nous permettent d'adresser plusieurs marchés qu'on appelle donc domaines d'activité stratégique, avec par exemple le DAS aéronautique, le DAS communication, le DAS santé ou encore le DAS énergie. Le pôle a vocation à accompagner ses adhérents sur des projets d'innovation, à les accompagner à se aussi développer sur le plan international. Nous organisons des événements aussi pour créer des opportunités de business, ainsi que donc pour créer des collaborations avec les universités et permettre en fait de monter en compétences. Le pôle représente donc près de 278 adhérents, dont 185 entreprises. Nous avons 3 représentations à l'international, une en Chine, une au Japon et une aux États-Unis. Et nous sommes une équipe opérationnelle de 25 personnes, dont des experts reconnus qui animent donc ces fameux DAS. Parmi les leaders industriels qui sont membres du pôle, on retrouve par exemple EDF dans l'énergie, Legrand dans le bâtiment, Amplitude System pour la fabrication donc de lasers, des entreprises comme Dassault, Thales ou Safran dans le domaine de la défense, pour ne citer que. Le pôle Alpha RLH est aussi présent sur des projets européens. Nous participons à des projets européens donc financés par la Commission européenne. C'est le cas du projet Newskin, par exemple, qui vise à accélérer l'industrialisation de nouveaux procédés de traitement de surface. Plusieurs procédés de traitement de surface sont concernés par le projet. Il y a par exemple la texturation laser, mais aussi des traitements chimiques et physiques, et aussi des traitements sol-gel. Tous ces traitements et ces texturations permettent d'obtenir des effets divers qui améliorent la qualité des matériaux, par exemple en obtenant des surfaces hydrophobes, antibactériennes ou encore des surfaces avec des effets anti-reflets. Le projet met aussi à disposition des moyens de tests spécifiques comme une plateforme offshore qui permet de tester en fait des prototypes dans des milieux marins. Nous avons aussi des chambres climatiques pour tester des prototypes dans des milieux climatiques extrêmes et nous pouvons aussi effectuer des tests de vieillissement. Le projet dispose de 6 millions d'euros pour financer des projets d'innovation. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil et à visiter la plateforme Newskin, puisque des entreprises et des laboratoires de recherche peuvent participer au projet, tester des prototypes et utiliser ces technologies-là. Le taux de financement est de 100% et nous pouvons financer jusqu'à 60 000 euros pour chaque projet.
Quelles sont donc les applications possibles de la photonique dans l'industrie du packaging? Donc, on voit avec cette diapositive que l'outil laser est un outil en fait polyvalent, puisqu'il permet par exemple la découpe de matériaux avec l'outil du laser. Nous pouvons aussi effectuer du polissage laser, du décapage laser, ce qu'on appelle du laser shock pinning, qui permet d'améliorer en fait la résistance à la corrosion, entre autres. Nous pouvons aussi effectuer du contrôle non destructif et du traçage, du marquage et de la gravure, et aussi de la texturation laser, comme c'est le cas pour le projet NewSkin. Donc on voit que cet outil est polyvalent et peut donc et peut être utilisé de différentes manières. Et nous allons voir via ce webinaire plus en détail comment ces technologies fonctionnent. Donc voilà pour l'introduction sur le pôle alpha RLH. Et nous allons tout de suite enchaîner maintenant avec la présentation du pôle Atlampac qui va être effectuée par Jean-Pierre Bernardet. Jean-Pierre, je te laisse la parole pour effectuer ta présentation. Alors, je vais prendre la parole. Ouais, bonjour. Nous sommes avec Jean-Pierre Bernardet, Jean-Christophe Goulard. Moi, je suis donc directeur d'Atlampac. Nous sommes deux pour cette présentation. Et donc, comme tu le disais, Romain, on va bien détailler un aspect particulier que représente Jean-Pierre Bernardet, qui est donc le président d'Atlampac et qui est surtout aussi président de sa société. Et il va pouvoir présenter justement un certain nombre de produits de packaging qui ont un lien avec notre thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire les aspects de traitement de surface, les aspects de contrôle, les aspects de traçabilité, les aspects d'organisation, on va dire, de l'utilisation potentielle de ces technologies au service du packaging. Alors, en introduction, je voulais vraiment rappeler que cette filière est une filière majeure en Nouvelle-Aquitaine. Sur cette carte qui est avec beaucoup de points qui sont des petits points parce qu'il y a énormément d'entreprises, et 400 entreprises qui sont référencées en Nouvelle-Aquitaine dans ce secteur et qui couvrent en fait des transformations de matériaux pour faire en sorte que le packaging étant la peau du produit, c'est-à-dire il est là pour protéger, faire vendre et distribuer. Il peut être en papier carton, il peut être en verre, il peut être en métal, il peut être en bois ou en plastique ou en complexe, c'est-à-dire de différents matériaux. Et sur les propriétés développées, il y a évidemment des traitements de surface, des découpes, des stérilisations, des systèmes de faire en sorte qu'on enlève les problématiques d'hydrophobie ou de choses comme ça. On a là donc un champ d'application extrêmement important pour le pôle Alpha RLH potentiel auprès d'établissements de grands groupes comme de PME et de TI qui composent en fait la carte que vous voyez sous les yeux. En plus, on est, on va dire, extrêmement vigilant aujourd'hui sur la possibilité de développer une dynamique sur les matériaux d'emballage par rapport à toute la problématique, on va dire, de recyclage et toute la problématique de transition écologique. Donc, le packaging est très en avance. Ça fait 30 ans qu'on recycle des matériaux d'emballage, tout le monde le sait, et tout le monde est habitué aujourd'hui à bien faire le tri des emballages. Et c'est une des filières les plus abouties en termes d'économie circulaire, en termes d'éco-conception et en termes de développement de systèmes, on va dire, économiquement viables sur la transition écologique. Mais particulièrement par rapport à des problématiques de plastique qui malheureusement sont retrouvées dans les océans ou dans différents endroits, on doit développer encore plus le recyclage du plastique aujourd'hui, voire parfois étudier des transitions pour utiliser d'autres types de matériaux. Donc vous avez sur cette carte le fait qu'il y a des entreprises d'Atlampac qui sont diversifiés en termes de marché. En général, l'emballage, il va pour l'industrie alimentaire liquide. Bon, dans la région, les vins et spiritueux, c'est un secteur extrêmement important. Les emballages pour l'alimentaire non liquide, c'est tous les produits traiteurs, les produits carnés, tous les produits, on va dire, alimentaires en général, mais aussi les fruits et légumes, etc. Donc, c'est un secteur extrêmement important. Donc, ces deux
croissant de camembert que vous avez là sur le slide représente 70% de l'activité. Et ensuite, il y a beaucoup d'activités au niveau de la santé, de l'hygiène, de la cosmétique, des activités donc dans la consommation de produits technologiques, et puis des activités B2B industrielles aussi, extrêmement importantes. Et en région, on utilise beaucoup du papier carton pour des raisons historiques, la qualité de l'eau des rivières ont développé des transformateurs de carton qui sont toujours présents et ça va se croître encore. Donc c'est environ 35% et ça doit monter à 40%. Et il y a 35% environ d'utilisation de plastique. Donc là, il y a toute la dynamique de développer des plastiques recyclables et recyclés, donc de polyéthylène, polypropylène, PET, mais aussi de potentiels bioplastiques qui soient recyclés avec des filières abouties. Et le verre est très important et le verre va certainement aussi reprendre des parts de marché. Il y a ensuite les emballages souples et le bois qui sont dans cette présentation. Ce qui est en jeu, c'est quelque chose qui a été validé par la région, c'est vraiment la croissance potentielle du secteur par rapport à cette dynamique de réancrage d'activité, d'économie circulaire et de transition matériaux, puisqu'on est très fort en papier carton et en verre, et un peu moins fort, il n'y a pas de pétrole en Nouvelle-Aquitaine, je ne vous apprends rien en disant ça. Et donc, les plastiques, c'était plutôt de l'import. Et donc, on a là une opportunité de créer potentiellement 2000 emplois en Nouvelle-Aquitaine sur les 10 ans qui viennent par rapport à cette transition matériaux qui est extrêmement virtueuse et qui est du coup importante pour notre filière. Et les aspects de traitement de surface, les aspects technologiques associés à ça, devant être extrêmement bien regardés. C'est pour ça qu'on développe un salon qui s'appelle Future Pack, le futur du packaging et packaging du futur, que je mets là ici sur le slide, le 13 et 14 septembre 2022, et ça sera un rendez-vous où on travaillera de nouveau ensemble avec le pôle de compétitivité Alpha RLH avec plaisir. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction, et je voulais passer la parole particulièrement à mon président, Jean-Pierre, pour détailler, parce que c'est important sur un webinaire, de voir des emballages et de voir particulièrement, par exemple, une entreprise qui aujourd'hui est positionnée sur ce secteur-là. Donc Jean-Pierre, je te laisse la parole. Bonjour, je suis Jean-Pierre Bernadet, le président de la société Bernadet et le président du pôle Atlampac. Donc une petite présentation juste pour vous dire qui nous sommes et quelle est l'entreprise pour laquelle je travaille. Je ne suis pas le fondateur, c'est une deuxième génération. On a maintenant un peu plus de 70 ans d'expérience. Donc nous sommes une société qui fait de la décoration du verre. On travaille pour à peu près, désolé, la slide n'est pas complètement à jour, on est rendu à 1500 clients à peu près avec lesquels on fonctionne. Et on passe à peu près 30 millions de flacons par an dans les ateliers, avec une particularité, c'est qu'on développe à peu près aux alentours de 400 produits nouveaux tous les ans. C'est une des particularités du monde du packaging, qui est que au-delà des fonctions d'emballage, de protection du produit, d'aide au transport, il y a aussi une fonction purement marketing qu'il ne faut pas négliger dans le packaging. Parfois, on peut dire que c'est quelque chose d'assez futile, mais ça a toujours été là et ça continuera à être là parce que ça a une vraie nécessité. Donc, on a des effets de mode et les durées de vie des produits sont finalement relativement courtes. On constate là, sur les 10 dernières années, que la durée de vie moyenne d'un produit, c'est 4 ans. C'est-à-dire que quand on développe un packaging, on sait qu'au bout de 4 ans, il va changer pour plein de raisons. Alors, pour des raisons marketing, mais aussi pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai, qui sont l'évolution des besoins et surtout l'évolution des attentes sociétales qui font que les produits doivent absolument évoluer. Donc, ce que l'on fait, on utilise pas mal de technologies de décoration, que ce soit, vous allez les voir défiler, on fait de l'impression sur verre avec de la sérigraphie, de la tampographie. On fait encore beaucoup de choses qui sont assez manuelles en décoration parce que très, très complexes. On travaille beaucoup les métaux précieux. On fait effectivement du décalcomanie, qui sont des choses assez particulières. Et puis, on a une activité aussi de sleeve décoratif
qui est une petite activité pour nous parce qu'il n'y a pas un très très gros marché, mais qui elle a la particularité d'être très soumise aux contraintes environnementales puisqu'on travaille avec pour le coup avec des manchons plastiques. Et puis après, on fait tout ce qui est pose d'accessoires, c'est-à-dire qu'on va venir coller sur le verre, rajouter tout ce qu'on peut imaginer, des pièces de toute matière, que ce soit du métal, du plastique, de la cire, etc. Et puis, on fait aussi de la bouteille factice, c'est-à-dire que là, on boit une vraie bouteille, mais en fait, à l'intérieur, ce n'est pas le produit, ce sont des vernis ou d'autres choses que l'on utilise. Ce sont des micro-marchés, mais bon, voilà, ça existe. Et une dernière activité qui est du contrôle qualité verrière, euh, parce que nous sommes principalement sur des marchés qui sont des marchés premium, des marchés haut de gamme, ce qui veut dire qu'il y a il y a un besoin de qualité qui est très élevé. Donc la particularité de nos marchés, on est principalement sur les spiritueux, mais pas que, puisqu'on travaille aussi un peu, alors on travaille les spiritueux beaucoup, les vins pas mal, et après le dernier marché sur lequel on est, c'est la cosmétique parfumerie, mais qui est un petit peu moins présent alors chez nous, et de manière générale en Nouvelle-Aquitaine, il y a un pôle cosmétique parfumerie qui est pas négligeable, mais qui est quand même moins important que tout ce qui est spiritueux. Donc, vous pouvez voir qu'on a un spectre qui est très large en termes de produits, en termes de technologie, en termes de marché touché. On est positionné premium sur des produits complexes, ce qui veut dire qu'on est l'entreprise que j'ai le plaisir de présider, en fait, est un bon indicateur des tendances et de ce qui va arriver. Dès qu'il y a un changement qui arrive sur ces marchés-là, on le sent tout de suite parce qu'on le prend de plein fouet. Euh, pour les sujets qui concernent le pôle alpha RLH et les personnes qui nous écoutent, il faut bien voir que nous, sur ces marchés-là, le packaging, comme je vous l'ai dit, on a des produits qui changent souvent parce qu'on a des grosses contraintes. Le, il y a parfois du packaging bashing, entre guillemets, où on dit il faut supprimer tous les packagings. Bon, c'est bien, mais enfin, pour transporter un litre de liquide, bah, il faut bien avoir des packaging, on ne pourra jamais s'en passer. Euh, donc, on a été, le monde du packaging a été le premier à être confronté, on va dire, au changement de mentalité concernant les problèmes environnementaux. On est aujourd'hui aussi les premiers alors selon comment on se positionne, soit subir ou avoir la chance d'être concerné par tout ce que l'on entend en termes de RSE et de responsabilité sociétale, de relocalisation, de réindustrialisation. À chaque fois, c'est un domaine qui est toujours, on va dire, le premier concerné par les changements qu'il y a. Et ce que l'on constate chez nous, mais qu'on constate aussi dans les autres entreprises du secteur, c'est que on a un besoin d'innovation qui est essentiel. Euh, on doit transformer nos produits pour les rendre plus vertueux dans un monde ou dans une économie en France où l'industrialisation, on parle beaucoup de réindustrialisation, mais maintenant il va falloir être capable de la faire. Pour ça, il faut s'appuyer sur des compétences. L'industrialisation à papa d'il y a 30 ans, où on avait finalement dans les PME peu de technologie, ou en tout cas que des choses plutôt éprouvées, et puis beaucoup de personnel peu qualifié pour faire tourner tout ça, c'est en train d'évoluer. Les nouveaux changements ne pourront pas se faire comme ça, ce qui veut dire qu'on va avoir besoin de beaucoup de technologie, de beaucoup d'innovation et de personnel beaucoup plus qualifié que ce que l'on avait autrefois. Donc on va certainement être des gros demandeurs de nouvelles solutions concernant nos matériaux, concernant tout ce qui est niveau de qualité. Et
et tout ce qui est vertuosité en termes environnemental et sociétal. Oui, c'est tout l'intérêt donc de coupler vraiment ce marché vraiment du packaging avec les technologies qu'offre par exemple le pôle Alpha RH qui pourrait permettre justement à cette industrie-là qui représente un bassin d'emploi et un savoir-faire important en Nouvelle-Aquitaine de se réinventer de faire face en fait à ces challenges du 21e siècle. Merci beaucoup Jean-Christophe et Jean-Pierre pour cette présentation d'Atlampac et de l'entreprise Bernardet et du contexte général Merci. qui est très intéressant à rappeler. Et Merci à toi. on va voir maintenant du coup avec les deux entreprises donc alors le centre technique Alphanov et ensuite Goya Lab dans quelle mesure les technologies photoniques peuvent répondre justement à ces besoins et on va tout de suite commencer avec Marc Faucon du CRT Alphanov. Marc, je te laisse la parole. Merci beaucoup Romain, merci à tous et merci Monsieur Bernardet pour cette belle introduction puisque je vais présenter aujourd'hui les procédés laser pour l'industrie du packaging. Alors je vais présenter quelques procédés du plus courant au plus innovant. C'est une liste évidemment non exhaustive. Je vais commencer par une présentation d'Alphanov. Donc Alphanov, nous sommes un centre technologique optique et laser, donc le centre technologique du pôle Alpha RLH. Donc en quelques chiffres, comme le pôle Alpha RLH, nous avons deux sites aussi, Bordeaux et Limoges, hein, donc avec évidemment une forte implantation régionale avec des missions en région. Une création en 2007 avec un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros à peu près, une centaine d'employés aujourd'hui. Et nos missions consistent à faire de l'innovation à partir des technologies photoniques, donc de monter le niveau de maturité technologique des technologies entre l'académie jusqu'au niveau industriel. Donc, et ça passe aussi par le soutien à des startups, donc une vingtaine depuis la création d'Alphanov. Et nos métiers sont basés sur les systèmes photoniques, donc tout ce qui est autour de systèmes optomécaniques photoniques, tout ce qui est conception laser et travail sur la connectivité des fibres optiques, la formation dans l'optique évidemment et la photonique, et dans les procédés laser dont je suis le représentant aujourd'hui en tant que responsable adjoint de cette unité. Donc rapidement le sommaire, je vais vous présenter les atouts du laser qui sont déjà bien connus aujourd'hui depuis quelques dizaines d'années, les enjeux de l'usinage laser pour l'industrie et puis les principaux processus d'interaction laser-matière qui vont driver la qualité et la productivité des différents procédés. Et enfin, je vais finir par une petite conclusion. Donc tout d'abord, les atouts du laser. Donc les lasers, c'est avant tout un faisceau de lumière, donc c'est un outil sans contact, donc qui est très intéressant pour limiter notamment l'usure de l'outil, pour préserver le matériau usiné et pour conserver une qualité homogène et une répétabilité des procédés. Flexible, on peut très facilement modifier les paramètres laser et les trajectoires laser. Multifonction, on peut utiliser le même laser pour faire du perçage, de la gravure, de la découpe. On peut usiner tous les matériaux. C'est pas forcément vrai avec toutes les technologies laser, mais les lasers dans leur ensemble peuvent usiner tous les matériaux, des matériaux les plus durs comme le carbure de silicium et le diamant, jusqu'aux matériaux les plus simples comme le carton par exemple ou le papier. Il permet aussi par les procédés d'améliorer les performances des emballages typiquement, mais aussi des surfaces. Avec peu ou pas de résidus, sans traitement chimique, ce qui est aujourd'hui très important dans cette volonté aussi de préserver les ressources et l'environnement, et sans ajout de matière. Donc, vous voyez quelques exemples de réalisation. Donc, ça va de la découpe de verre, de la découpe de métaux, du marquage sur du saphir, donc des matériaux transparents, du marquage intravolume aussi dans le verre, du remodelage de matière, donc des matériaux métalliques. Donc là, l'idée, c'est de donner des textures aux matériaux.
Aussi tout ce qui est fonctionnalisation de surface, donc texturation sur acier avec au milieu le logo Alphanov et le Data Matrix qui ont un effet diffractif. Donc on vient imprimer un nano-réseau sur la surface. J'y reviendrai un peu plus tard sur le projet Newskin. Tout ce qui est fonctionnalisation de surface passe aussi par du noircissement sans traitement chimique, donc créer des pièges de lumière sur des matériaux métalliques. Donc on voit quelques exemples sur de l'aluminium, du cuivre, du titane et de l'acier en bas. Et aussi des applications un peu moins traditionnelles, donc dans le médical, hein, donc comme l'ablation des os par exemple pour la chirurgie maxillofaciale, et aussi la gravure de matériaux un petit peu spécifiques, ici une allimette, mais ça peut passer aussi par des explosifs. Donc quels sont les enjeux de l'usinage laser? Évidemment, c'est de trouver l'équilibre entre qualité et productivité. Donc j'ai listé ici rapidement quels sont les principaux paramètres qui influent sur la qualité et la productivité. Donc la qualité principalement en usinage laser, c'est donné par la longueur d'onde d'émission du faisceau laser, donc la couleur du laser. Donc on travaille principalement dans l'infrarouge, mais on peut travailler dans le visible, dans le vert et aussi dans l'ultraviolet. La durée d'impulsion du laser qui est très importante puisque c'est elle qui va définir le processus d'interaction laser-matière, j'y reviendrai un peu plus tard. L'absorption du matériau, très importante pour des processus thermiques ou photoablatifs. Le profil d'intensité de l'énergie, donc on peut mettre en forme le profil d'intensité d'énergie pour maximiser l'efficacité de l'ablation et diminuer les effets intempestifs pendant l'usinage, donc la perte d'énergie typiquement. Le temps d'exposition, le travail à faible énergie et aussi la répétabilité. La productivité, elle, va être plutôt donnée par la puissance moyenne du laser. Donc en gros, plus le laser est puissant et plus la productivité va être importante. La puissance crête, c'est ce qu'on appelle c'est la quantité d'énergie divisée par la durée de l'impulsion. Donc l'impulsion laser, c'est des petits pics lumineux très très courts. On parle de quelques millisecondes jusqu'à quelques femtosecondes, donc 10 moins 15 secondes, le millionième du milliardième. Donc ça nous permet d'avoir des puissances crêtes très importantes, de l'ordre du mégawatt, qui nous permettent d'usiner des matériaux, même s'ils ne sont pas absorbant l'énergie laser. La taille du faisceau, évidemment. Donc la taille du faisceau, d'un faisceau laser, pour vous donner des idées, c'est entre quelques micromètres de diamètre jusqu'à la centaine de micromètres. Et évidemment, la productivité, c'est aussi la possibilité avec les faisceaux laser de paralléliser les procédés, c'est-à-dire d'utiliser un seul laser et usiner plusieurs pièces simultanément. Donc pour commencer, on travaille, je vous présente les procédés vraiment très classiques aujourd'hui dans l'industrie du packaging. Donc avec le processus thermique. Donc qu'est-ce qu'un processus thermique? En fait, on utilise un laser qui a une longueur d'onde dans l'infrarouge, donc on parle de 1,03 jusqu'à 10 microns en longueur d'onde, donc des faisceaux invisibles à l'œil nu, et des durées d'impulsion qui sont de la nanoseconde, donc 10-9 secondes, jusqu'à des lasers continus. Dans ces régimes là, on a lors du dépôt de matière, le dépôt de chaleur, pardon, on vient fondre la matière qui va être aussi éjectée sous forme de plasma. Lors de cette interaction laser-matière, on va avoir ce qu'on appelle une zone affectée thermiquement, donc une diffusion de chaleur dans le matériau, qui peut créer des redépôts en périphérie, une zone fondue et aussi de la fissuration dans les matériaux. Donc ces procédés-là sont malgré tout très intéressants puisqu'on peut utiliser ces effets thermiques pour, par exemple, faire du polissage laser ou du remodelage, mais sont aussi très productifs et donc très intéressants puisqu'on arrive quand même à limiter très fortement les zones affectées thermiquement et donc avoir des effets assez intéressants pour les applications de marquage de carton ici. Au milieu, sur la découpe facile, donc là on vient faire des pointillés qui permettent d'ouvrir facilement les emballages et toutes les applications aussi de micro-perforation, donc carton, mais aussi ici sur du polypropylène par exemple. On peut aussi évidemment travailler sur les métaux. Alors là, on travaille plutôt avec des lasers plutôt nanosecondes, 10-9 secondes, des impulsions un peu plus courtes. On va pouvoir faire du marquage évidemment de métaux, mais on peut aussi faire des applications de nettoyage ou de révélation de couleurs. Donc ici, on voit sur la canette de boisson où on vient ablater typiquement une couche rouge
pour venir révéler, on vient d'enlever quelques micromètres d'épaisseur pour venir révéler une couche blanche qui est située dessous pour faire le marquage. On peut aussi faire de l'ablation sélective, donc démétalliser ici des flacons, un flacon de parfum par exemple, où on vient enlever la couche métallique déposée sans endommagement du substrat, donc conserver la transparence du substrat, qui permet de faire des effets décoratifs. Donc sur ces processus, on est plutôt sur des matériaux type papier, certains polymères, métaux, pour des applications de marquage, perçage découpe facile, ablation sélective. Donc on est sur des procédés très productifs, mais avec une zone affectée thermiquement qui peut être problématique dès lors qu'on cherche vraiment une très grande précision et une très grande qualité dans le processus. On a un autre type de processus qui est un processus photochimique. Alors là, on utilise aussi des lasers à impulsion relativement longue, de la nanoseconde, sauf qu'on va changer la couleur du laser, on va utiliser de l'ultraviolet, qui nous permet ici de venir directement casser les liaisons de valence des matériaux polymères. Donc on travaille principalement sur des polymères, uniquement sur des polymères d'ailleurs. Et ces longueurs d'onde-là vont nous permettre d'avoir de la productivité tout en gardant une très bonne qualité d'interaction laser-matière, puisqu'on va avoir des zones affectées thermiquement très réduites. Donc on voit deux applications de marquage. Donc il y a des polymères notamment qui sont formulés spécialement pour révéler une coloration par insolation laser. Donc vous voyez un exemple ici sur un cathéter dans le médical, où on va faire un marquage pour la traçabilité qui va être inclus dans le volume du matériau. Sur la droite, c'est de la découpe de polypropylène. Vous voyez donc une découpe vue de dessus et par la tranche, qui nous permettent de découper le matériau polymère avec une bonne qualité, c'est-à-dire sans zone affectée thermiquement, peu ou pas de redépôt en périphérie et pas de changement de coloration du polymère. Donc là, on est sur du polymère, des applications de marquage, perçage découpe facile, ablation sélective, donc les mêmes catégories de perçage d'application que précédemment, en gardant une productivité, mais en améliorant sensiblement la qualité de l'interaction laser-matière. Maintenant, je passe sur des procédés un petit peu plus innovants, donc qui font appel à des lasers à impulsion ultra courte. Donc on est sur des lasers avec des durées d'impulsion inférieures à 10 picosecondes, donc c'est 10-12 secondes. Donc c'est des pics lumineux très très courts, mais très énergétiques en termes de puissance crête. Et là, on peut utiliser aussi bien de l'infrarouge jusqu'à l'UV en termes de couleur de laser. L'avantage de ces lasers, c'est qu'on a un dépôt d'énergie très très rapide qui permet de limiter la diffusion de la chaleur dans le matériau. Donc on dit qu'on a un procédé athermique, donc sans diffusion de chaleur. Donc quelques applications, micro-découpe de laiton avec de très très bonne qualité. On obtient même des aspects quasiment polis là pour un engrenage typiquement. On peut faire évidemment du perçage, on voit ici le perçage d'acier, sans effet thermique, sans bourrelet, sans projection en périphérie, mais aussi de la texturation, ici de la zircone, donc une céramique, avec ici des fonctions, des creux et des bosses qui permettent notamment de modifier la mouillabilité de la surface. Donc on peut usiner tout matériau pour tout type d'application et sans dépôt de chaleur. Le petit désavantage de cette technologie-là, dès lors qu'on a une très forte qualité, c'est qu'on va perdre un petit peu en productivité. Quelques exemples de réalisation avec ces technologies-là. Donc ici, du marquage intravolume de matériaux transparents. Alors quand on parle de marquage intravolume, c'est qu'on vient graver ou marquer dans le volume du matériau, c'est-à-dire que ce n'est pas en surface. On a deux exemples. À gauche, ici, une coloration de verre. Donc, ce sont des verres un petit peu spécifiques, des verres avec dopés par des nanoparticules métalliques, donc qui sont transparents. Et par irradiation laser, on vient créer des agrégats de ces nanoparticules qui vont créer une coloration qui peut être modifiable en fonction du dépôt d'énergie. Donc on voit ici une petite fleur, on va dire, avec différents niveaux de dépôt d'énergie et donc différentes colorations, du jaune au brun foncé. On voit aussi une mire de type Siemens pour montrer aussi la précision au centre de la mire. Et cette coloration jaune-brune est obtenue car le verre est dopé avec des nanoparticules d'argent, ce qui donne cette coloration jaune. Et en changeant le type de dopage, le type de métaux dans le matériau, on va pouvoir changer ainsi la coloration et atteindre une panel de couleurs variées. Sur la droite, ici, on est juste sur du changement d'indice. Donc on vient ici densifier la matière très localement par laser. Et ce changement d'indice va nous permettre de créer un réseau de diffraction. Donc on voit les lignes ici dans le petit zoom.
ce réseau de diffraction qui va faire diffracter la lumière et donc créer cet effet diffractif. Donc là, on va pouvoir faire du marquage décoratif, mais aussi pour faire de la lutte contre la contrefaçon. D'autres types de fonctions avec les lasers ultra courts. Là, on vient texturer des surfaces métalliques pour créer des surfaces antibactériennes. Donc, on a étudié dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle TriClean la prolifération de 2 bactéries qui sont Escherichia coli et Staphylococcus aureus. Donc, c'est un projet européen mené avec Ecor qui est spécialiste dans le packaging de liquide alimentaire et BSH qui est Bosch Siemens, donc plutôt pour l'électroménager, pardon. Et on a créé différents types de structures, des structures de type spikes, donc c'est des creux et des bosses, et de type lips, ce qu'on appelle, donc ce sont des nanotexturations sur la surface, qui permettent en fait de limiter l'adhésion des bactéries sur les surfaces. Et donc on voit une vraie diminution de la prolifération des bactéries, Escherichia coli et Staphylococcus aureus, sur le graphique du milieu, en fonction du type de structure qu'on crée. Donc on va changer la morphologie de la structure en fonction de la morphologie de la bactérie. Staphylococcus aureus est plus une bactérie sphérique de quelques centaines de nanomètres, tandis qu'Escherichia coli est plus un cylindre de quelques micromètres de côté. Et donc en fonction de la morphologie de la bactérie, on va pouvoir changer la morphologie de la structure pour limiter sa prolifération. Et vous voyez quelques exemples, donc là d'un tube qui est utilisé pour le conditionnement du lait, au milieu avec Ecor, et à droite avec BSH, on a texturé un moule qui a servi à la fabrication de réservoirs pour les machines à laver la vaisselle. Et ce qui est intéressant, c'est que la structure que l'on a créée sur le moule, on a pu la répliquer sur le polymère, donc du polypropylène en l'occurrence, qui va garder lui aussi, du fait de la morphologie, cette capacité à limiter la prolifération des bactéries. Donc on peut le faire aussi bien sur des métaux que sur des polymères injectés. L'extension de ce projet, c'est le projet New Skin dont Romain vous a fait une petite introduction tout à l'heure. Donc ce projet New Skin où on va venir toujours créer des surfaces antibactériennes, donc de la nanotexturation. Mais là, l'idée, c'est de faire vraiment de la forte productivité avec un procédé roll-to-roll, donc bobine à bobine, où on vient texturer des grandes surfaces à plusieurs mètres carrés. Vous voyez au milieu un exemple de surface texturée sur des rouleaux qui font 15 mètres de long. Et on texture à peu près 1 mètre carré en 15 minutes aujourd'hui. Donc pour faire des fonctionnalités antibactériennes, anti-givrage, auto-nettoyantes, anti-salissure, pour l'amélioration des transferts de chaleur et l'optimisation de l'efficacité des électrodes pour bactéries. Il y a des appels à projets, il y en a un jusqu'au 29 juillet, donc Romain vous a présenté ça tout à l'heure, donc avec 60 000 €, 100% financé, donc n'hésitez pas si vous avez des projets à nous contacter. On a une petite vidéo, je sais pas Romain si on a le temps, tu me dis ou pas, donc qui vous montre rapidement le procédé en direct. Tu peux peut-être couper le son. Hop, c'est bon, je l'ai coupé. J'ai la main, c'est bon. Donc là, vous voyez rapidement la machine qui est ici Alphanom. Vous voyez la bobine qui est ici enroulée autour de son axe, qui a été texturée. Donc vous voyez la nanotexturation qui fait cet effet diffractif. Donc il y a une phase de texturation, on voit à gauche, donc on voit le faisceau laser, il y a un seul faisceau qui est balayé à 300 mètres par seconde, qui vient tout de suite imprimer la nanotexturation, avec un laser 300 watts par seconde, 350 watts, et avec un contrôle en ligne aussi de la nanotexture, donc qui nous permet de vérifier que la nanotexturation créée est bien conforme à celle que l'on souhaite, avec une résolution de 200 nanomètres. Donc voilà. Donc, ça nous permet évidemment d'adresser des grandes surfaces, et ce projet-là, New Skin, a été réalisé sur ces rouleaux avec Aperam, qui est le centre de recherche d'ArcelorMittal. Je peux passer à la conclusion rapidement. Merci Romain. Donc en conclusion, donc il n'y a pas un procédé laser pour l'ensemble des applications. Il faut trouver le bon procédé laser pour la bonne application en termes de qualité et de productivité. On peut évidemment amener différentes fonctions sur différents matériaux. Ça, c'est aussi le choix, des choix à faire. Et Alphanov est là aussi pour accompagner ces choix. Aujourd'hui, on voit de nouvelles technologies qui émergent, qui permettent d'amener vraiment de nouvelles fonctionnalités avec du marquage intravolume, des surfaces aux propriétés améliorées, antibactériennes, modification de la
la mouillabilité, pardon. Et voilà, les technologies laser sont aujourd'hui adaptées aux enjeux des nouveaux emballages, des emballages éco-responsables. Donc tout ce qui est emballage hybride avec multimatériaux sont bien adaptés aux technologies laser, puisqu'on va pouvoir choisir la meilleure technologie en fonction des matériaux à usiner. Voilà, c'est tout pour ma partie. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Marc pour cette très belle présentation. On voit donc que c'est que les applications donc des technologies d'Alphanov sont très variées et peuvent se trouver peuvent rencontrer euh, peuvent répondre à plusieurs besoins. J'ai juste une question peut-être avant de passer à la prochaine présentation sur quel type de matériaux peut-on aujourd'hui utiliser donc cette technologie de nanostructuration sur grande surface donc offerte par Nuskin. Alors, la texturation de grande surface aujourd'hui, c'est principalement sur des matériaux métalliques. Mais ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est qu'on peut, ça c'était plutôt le projet Triclean, c'est qu'on peut aussi faire des réplicas sur des polymères. Donc là, dans le cadre de Nuskin, ce sera plutôt adressé sur des matériaux métalliques. Mais n'hésitez pas quand même à nous consulter, puisque le projet Nuskin, il n'y a pas que Alphanov, évidemment, il y a d'autres providers de solutions. Mais aussi, voilà, il ne faut pas perdre de vue qu'on peut aussi reproduire ces nanotexturations sur des polymères par injection. Très bien, merci pour ta réponse. Donc, on va passer maintenant à la suite avec la présentation de Thomas Quinzel, donc CEO de Goya Lab, qui va présenter son entreprise et les technologies de traçabilité et d'authentification des emballages et produits par spectroscopie. Alors, Thomas, je te laisse la parole. C'est bon, normalement on doit m'entendre et me voir. Super, donc merci Romain, merci Marc pour cette qualité. Donc moi je suis Thomas Quinzel, président et cofondateur de la société Goya Lab. Je vais vous présenter, comme l'a introduit Romain, un moyen d'utiliser la spectroscopie dans le domaine des emballages pour lutter contre la traçabilité et l'authentification. Alors en guise de sommaire, j'ai commencé par introduire la société assez brièvement, présenter ce que c'est que la spectrométrie, alors en version light, mais voilà, pour que tout le monde parte avec un niveau de compréhension suffisant pour comprendre la suite de la présentation, et après voir comment est-ce que la spectrométrie sert dans le domaine de l'authentification et de la traçabilité de packaging. Et après, je présenterai aussi quelques autres applications liées aux emballages, alors qui ne sont pas forcément directement liées à l'authentification ou la traçabilité, mais qui peuvent présenter un intérêt pour le domaine des emballages. Alors, comme l'a énoncé Marc tout à l'heure, Alphanov supporte et a essaimé pas mal de technologies au travers de startups. Goya Lab est clairement une des sociétés qui émanent d'Alphanov. Alors, en 2015, il y a un des chercheurs d'Alphanov qui s'appelle Arnaud Zobir, qui a eu l'idée à cette époque d'utiliser le téléphone portable comme un spectromètre. Il avait fait des constats, c'est qu'on utilisait les téléphones portables pour à peu près tout, pour ses mails, pour la géolocalisation, pour jouer, pour faire ses recherches internet, mais peu pour de l'utilisation scientifique et encore moins pour de l'utilisation spectroscopique. Donc, il a cette idée, décide de monter son premier prototype, il présente ça à Alphanov, qui trouve l'idée assez intéressante et décide d'approfondir le développement et de développer finalement le premier spectromètre pour téléphone portable. Donc, c'est un projet qui a pris à peu près 2 ans, et au bout de 2 ans, donc fin 2016, le premier prototype, donc le GoSpectro, premier prototype de spectromètre pour smartphone était né. Donc à la fois un dispositif mécanique qu'on fixe sur la caméra du téléphone portable et une application. Donc derrière ça, pour l'instant, c'était vraiment une application purement technologique sans marché clairement identifié. Et donc moi, je suis arrivé en 2017 chez Alphanov pour justement travailler sur le développement commercial de ce produit et le développement technique. Donc, à la fois sur développer le GoSpectro, mais aussi commencer à développer les générations futures de produits. Donc j'ai travaillé pendant 1 an chez Alphanov, et à l'issue de cette mission, on a décidé de faire un transfert de technologie, donc prendre tous les brevets, tout le développement qui avait été fait sur la partie GoSpectro, et le transférer vers Goya Lab. Et à partir de là, donc, on a commencé sur la base des travaux d'Alphanov, à développer notre propre gamme de produits pour aller vers des produits de plus en plus performants, de plus en plus facile d'utilisation, avec toujours la vocation d'avoir des appareils utilisables sur le terrain, mais en conservant une qualité scientifique.
Donc aujourd'hui, on est localisé au même endroit que le pôle Alpha et qu'Alphanov. On est dans ce joli bâtiment. Donc nous, on n'a qu'une antenne. On est une petite société qui est, donc, comme j'ai dit, qui est née en 2018. Donc on a pour l'instant un seul siège. Le rôle de la société, l'objectif de la société, c'est vraiment développer, concevoir et commercialiser des outils de spectrométrie. Donc on va balayer une gamme de longueurs d'onde qui est assez restreinte. Donc Marc a commencé à parler de longueurs d'onde tout à l'heure. Les longueurs d'onde, ça s'étend des rayons X jusqu'à très très loin. Donc nous, ce qu'on va faire, on va vraiment se focaliser sur la partie visible, puis un peu avant dans l'UV et un peu après dans le proche infrarouge. Et après, on va se focaliser sur d'autres techniques qui vont être de la fluorescence et du Raman. Et sur la base des technologies qu'on a développées, on va proposer à nos clients des solutions à façon pour la détection pour répondre à leurs enjeux et leurs problématiques de détection de signaux optiques. Donc, de façon très brève, qu'est-ce que c'est que la spectrométrie? C'est une technique, donc Marc a commencé à parler tout à l'heure de réseaux de diffraction. La spectrométrie, c'est une technique qui va permettre de décomposer la lumière en ses différentes composantes. Donc on connaît tous l'exemple du rayon de soleil qui tape dans la goutte d'eau et qui va faire un joli arc-en-ciel. Globalement, ce que va faire la spectrométrie, c'est ça, médiation scientifique. On va faire injecter de la lumière dans une fente, la faire passer par un système optique, la faire passer par un réseau de diffraction, et le rôle de ce réseau de diffraction va être d'éclater la lumière. Donc la lumière va être complètement décomposée en toutes ses composantes optiques, en toutes ses longueurs d'onde, et nous, on va venir mesurer sur un capteur toutes les longueurs d'onde. Donc si on regarde une image, en gros, ça va ressembler à ça, ce qu'on voit là sur l'image à droite. Ça va être des spectres particuliers pour différents atomes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces spectres-là, ils vont pouvoir être très spécifiques en fonction et très singuliers à l'atome ou à la molécule qui va être analysée. Là, on voit 7 exemples pour 7 atomes avec des specs qui sont très très différents. Pour l'authentification, on va utiliser ce principe-là d'unicité d'un spectre et qui va faire qu'on va aller chercher à mesurer ces signaux lumineux qui sont spécifiques et c'est ça qui va nous dire si on est capable de détecter ou pas, si on a un produit authentique ou pas. Donc, aujourd'hui, les produits qu'on a développés, ce sont des spectromètres. Donc, probablement, certains d'entre vous ont déjà utilisé ou connaissent ces spectromètres. La plupart du temps, c'est des boîtes, ça ressemble à des petites boîtes à chaussures. C'est rectangulaire, c'est relié avec des fibres optiques, et c'est peu fait pour être utilisé sur le terrain. Donc nous, vraiment, on a pris un parti technologique complètement différent pour avoir des produits qui sont très compacts, qui tiennent bien dans la main, qui vont faire 100 grammes, qui vont être connectés à la fois au téléphone portable, mais aussi en USB sur le PC, et qui vont avoir quand même une qualité scientifique. Donc l'idée, on ne voulait pas développer un simple spectromètre, comme il en existe plein sur le marché, on l'a vraiment créé de façon modulaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire modulaire pour nous? Ça veut dire qu'on va avoir ici, alors je ne sais pas si on voit ma souris, mais on va avoir en haut à droite le spectromètre de base, et à ce spectromètre, on va être capable de développer des têtes qui vont se fixer dessus, et qui vont conférer à l'utilisateur une utilisation particulière en fonction du type d'échantillon qu'ils vont vouloir analyser. S'ils veulent, par exemple, alors je vais tenter ça. Est-ce que vous voyez le pointeur? Donc, s'ils veulent, on va faire un pointeur. Voilà. S'ils veulent utiliser, par exemple, une mesure sur du liquide, ils vont prendre plutôt ce module-là, qui va permettre de mettre un liquide dedans et faire de l'analyse sur des liquides. Si on veut utiliser tout simplement une source de lumière, et bien là, on va pouvoir prendre ce module-là, mettre une fibre optique et on va analyser tous les signaux qui arrivent. Pour travailler sur des solides, et c'est celui-là que je vais présenter plus en détail, on va avoir celui-là, où on va pouvoir mettre jusqu'à plusieurs sources d'excitation en fonction des marqueurs qu'on veut identifier. Et celui-là, c'est pour une activation laser, donc on va embarquer un petit module laser pour conférer beaucoup de puissance, comme l'a évoqué Marc tout à l'heure. On va conférer beaucoup de puissance sur une plus petite surface et être capable d'aller détecter des signaux qui sont beaucoup plus faibles. En termes de spécification, très rapidement, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la partie la plus intéressante. Donc, comme je le disais, on va être dans le visible, donc on va aller de 380 jusqu'à 780 nanomètres. Donc, en gros, classiquement, de l'ultraviolet jusqu'au rouge. On va avoir une résolution de 1 nanomètre et demi. C'est-à-dire que notre capacité, le pic le plus fin qu'on va être capable d'obtenir sont des pics de 1 nanomètre et demi. On a des logiciels propres à notre société qu'on a redéveloppés, qui sont disponibles sous Windows 10 et sous Android.
mais on a aussi la possibilité de fournir à l'utilisateur toutes les documentations pour qu'il prenne les commandes sur notre Indigo et puisse l'intégrer directement à son application. Et donc voilà, comme j'ai commencé à le dire, en fonction de la matrice qu'on va vouloir utiliser, on va pouvoir fixer devant un module et adapter soit les longueurs d'onde, soit le porte-échantillon. Donc du coup, pour le monde comment est-ce qu'on va se servir de l'Indigo finalement pour lutter contre la traçabilité, enfin, lutter contre la contrefaçon de produits ou pour la traçabilité? Alors, il faut savoir que Goya ne va pas y aller tout seul. Ça va être une solution, on va dire, en deux parties au moins. Donc, une première partie qui va consister à marquer et à introduire dans la matière directement des marqueurs fluorescents. On a vu tout à l'heure que les atomes ont des raies atomiques très spécifiques. On va utiliser un peu ce principe-là, on va utiliser des terres rares, par exemple, pour doper les matériaux, plastiques ou n'importe quel autre type de matériaux, pour leur conférer justement une signature optique particulière. Il faut savoir que tous les matériaux n'ont pas une signature optique très singulière. Donc, quand ils n'en ont pas, on vient prendre une poudre, classiquement, on la met dans du plastique et on va créer un nouveau plastique dopé. Et donc, du coup, ce plastique, quand il va être excité avec la bonne longueur d'onde, va émettre un spectre, par exemple, comme celui qu'on a à droite, avec des pics très particuliers. Et au moment de la détection, on va faire une mesure et on va aller chercher la détection de ces pics-là. Donc, l'avantage, c'est que les traceurs sont complètement invisibles. On va être soit directement dans la matière, soit on va pouvoir les mettre dans de l'encre, on va pouvoir les mettre dans de la peinture, dans du vernis, mais on peut aussi les mettre sur du textile. Donc ça, il y a des boîtes françaises qui le font très bien, avec qui on travaille, qui permettent justement, qui eux vont être spécialisés sur l'introduction de des poudres fluorescentes dans la matière, et nous, on va être partenaire pour la détection. Donc globalement, on va être sur une solution qui va consister à, donc, comme je disais, mettre un traceur. Donc la plupart du temps, c'est un traceur qui s'active dans l'UV, mais on peut avoir des traceurs qui s'activent dans l'infrarouge aussi. L'idée, c'est qu'on va prendre l'Indigo. Quand le produit est marqué, on va le poser sur le produit, on va appuyer sur un bouton, on va activer les LED, venir créer ce signal de fluorescence qu'on va lire et qui va ensuite être envoyé sur le logiciel. Le logiciel va prendre le spectre, comparer à sa base de données, et la plupart du temps, il va envoyer ça sur un système cloud pour assurer la traçabilité. Et donc, le logiciel, derrière, va simplement dire à l'utilisateur « Ok, le produit que tu as mesuré est valide » ou « Suspicion de contrefaçon ». Et donc, en étant connecté, on est capable d'avoir les données spectrales qui repartent sur le cloud. Donc, même à distance, on est capable de voir exactement à quel type de contrefaçon on doit faire face. Donc ça, c'est aujourd'hui un des marchés sur lesquels on est assez présent et qui marche plutôt très, très bien. Et donc, l'avantage, si je reviens une seconde avant, l'avantage, c'est qu'on va vraiment être capable en fonction de la quantité de produits et des moyens à fournir, on va être capable soit d'avoir sa propre signature optique, ou alors d'en avoir une un peu plus générique. Alors, voilà pour la partie traçabilité. Maintenant, il faut imaginer que la spectroscopie, c'est vraiment un moyen d'analyse qui est très très large, très très vaste. Et donc, on va pouvoir utiliser la spectrométrie pour de nombreuses autres applications qui dépassent largement la traçabilité. Une application, par exemple, ça va être le contrôle de couleur, enfin des mesures colorimétriques sur des surfaces. Après impression ou après emballage, on veut s'assurer que la couleur est correcte. On va pouvoir utiliser des colorimètres, comme par exemple l'Indigo. Avec le bon module, on va être capable de venir mesurer la couleur, donc les LAB, par exemple, d'une surface. Donc là, pareil, c'est des produits qui vont être toujours avec cet esprit de plug and play, de facile d'utilisation. On va connecter ça à une application, on appuie sur un bouton, toute la mesure se fait et on a directement le résultat. L'idée, c'est bien sûr de ne pas donner à l'utilisateur, de ne pas demander à l'utilisateur finalement d'interpréter un spectre. C'est clairement pas l'objectif. L'idée, c'est que tout soit encapsulé dans une application qui est intelligente et qui se suffit. Et enfin, une dernière application, on va dire, sur la spectrométrie. Donc là, c'est quelque chose qui est plus nouveau chez nous. On va travailler avec des spectros proches infrarouges. Et dans le proche infrarouge, on va être en mesure de venir faire par exemple, en travaillant en réflexion, on va être capable de mesurer la quantité d'humidité. Donc pour certains emballages, ça peut être intéressant, par exemple, de venir faire une mesure en réflexion sur une surface et venir mesurer la quantité d'eau dans cet emballage. On peut imaginer après plein d'autres applications. Vraiment, l'idée derrière ça, et peut-être pour conclure, c'est que là, je vous ai présenté 3-4 applications de la spectrométrie.
L'idée, c'est qu'à partir de notre gamme de spectro indigo, que ce soit visible ou proche infrarouge, nous, on va être capable derrière de venir customiser le produit, que ce soit donc dans sa forme, dans son design esthétique ou dans ses performances, donc dans l'excitation, dans les longueurs d'onde, dans les résolutions. On va être capable de vraiment faire un spectro à façon, et finalement, on va même plus appeler ça un spectro, on va appeler ça vraiment un capteur ou un lecteur pour vous. Et après, l'idée, c'est que ce lecteur soit piloté par vos logiciels et que vous en preniez la main complètement. Et que ça devienne un outil d'analyse pour l'utilisateur final, qu'il n'ait absolument pas besoin d'interpréter quoi que ce soit, qu'il ait juste à lire la réponse vrai ou faux. Voilà pour ma part. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation de Goya Lab. Alors je rappelle aussi que Goya Lab est une entreprise membre du pôle Alpha RLH. Donc on comprend que oui, avec ces spectromètres, on a donc là un outil agile qui peut être utilisé pour différentes applications, mais aussi qui a vocation à être facile à utiliser. Alors est-ce que une entreprise qui se procure donc ces spectromètres va avoir besoin d'un niveau de formation quelconque pour pouvoir les utiliser, ou est-ce que cette utilisation peut être vraiment assez facile? Alors, clairement, l'idée, c'est qu'on va être sur un processus en 2 temps. En général, avant de déployer la solution, forcément, elle va être qualifiée en interne. Donc, la première personne qui va l'utiliser, c'est souvent le laboratoire de recherche. Donc, lui, ça va être la plupart du temps un scientifique ou quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ces appareils. Donc, nous, lui, on va le former principalement sur l'utilisation de nos logiciels, savoir comment prendre des specs, comment gérer les paramètres d'acquisition, ce genre de choses. Une fois que lui est autonome, il va travailler sur la qualification du produit. Et une fois que le produit est complètement qualifié, l'idée, c'est que justement, on va travailler sur une application très simple où tout est encapsulé. Et l'utilisateur final ne verra même pas la couleur d'un spectre, ne verra même pas la forme d'un spectre. Il aura sa simple formation, ça va être de lui expliquer comment prendre une mesure. Donc, prendre l'indigo, le plaquer à tel endroit, parce que peut-être qu'on a intérêt à marquer qu'une étiquette ou marquer qu'une partie du plastique ou quoi que ce soit. Donc, l'utilisateur final va être juste formé à où prendre la mesure. Il faudra qu'il appuie sur le bouton et qu'il lise la mesure sur le téléphone. Donc, il n'y aura pas besoin de formation pour l'utilisateur final. Celui qui va être formé, c'est vraiment le scientifique ou l'ingénieur ou le technicien qui va travailler sur la qualification du produit. D'accord, très bien. Merci Thomas pour ta présentation. Donc on va aller maintenant à notre conclusion pour ce webinaire. Donc, comme vous avez pu le constater, les pôles, que ce soit donc Atlampac et Alpha RLH, sont des pôles qui sont tournés vers l'innovation et vers l'offre de solutions technologiques. Donc, n'hésitez pas donc à la suite de ce webinaire, par exemple, à contacter Alphanov et Goya Lab pour lancer des projets collaboratifs et des coopérations commerciales. Et on vous invite à rejoindre donc ces pôles que sont Atlampac et Alpha RLH pour accéder à un écosystème et à d'autres en fait technologies qui peuvent être présents via nos membres. Et les pôles Alpha RLH et Atlampac sont aussi donc des clusters qui sont engagés auprès de ses adhérents en accompagnant ceux-ci donc dans le montage de projets d'innovation, en organisant donc des événements comme ce webinaire ou d'autres événements présentiels pour créer du lien avec des filières et aussi interfilières. Et nous participons à des projets européens comme ce projet Nuskin. Donc je vous invite vraiment à aller visiter notre plateforme et à nous solliciter pour que vous puissiez aussi rejoindre cet écosystème européen. Il existe aussi d'autres appels à projets dont le pôle dans lesquels les pôles Alpha LH sont impliqués ou dans lesquels vous pouvez effectuer des tests technologiques différents, à la fois pour l'industrie packaging mais aussi pour d'autres secteurs industriels. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi pour rejoindre ces projets. Voilà. Il va être midi. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clore ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis donc à bientôt pour de prochains événements. Merci encore.